BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Un grand bonjour à vous toutes et à vous tous, et je suis très heureux de vous retrouver pour De quoi je me mêle, votre rendez-vous tech du week-end, à la fois sur 01 TV, bien sûr la chaîne, sur YouTube, sur 01net.com, sur les applis RMC, BFM Business, et à la radio, à la télé le dimanche matin, bien sûr sur BFM Business. Avec au menu de ce De quoi je me mêle tout à l'heure, on parlera de la nouvelle évolution de la norme Wi-Fi 6. Vous connaissiez le Wi-Fi 6, est-ce que vous connaissez le Wi-Fi 6E ? Pierre Fontaine nous en parlera tout à l'heure, il a enquêté sur le sujet et vous verrez que, encore une fois, le Wi-Fi 6E, tout comme la 5G, va améliorer de manière drastique nos connexions Internet à la maison. Et Dieu sait en ce moment qu'on a besoin de connexions Internet qui fonctionnent en ce moment à la maison avec le télétravail et le divertissement et le fait qu'on y reste de plus en plus de temps. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir au contenu de quoi je me mêle sur la page Facebook de quoi je me mêle, le hashtag DQJMM sur Twitter. Merci d'être là et c'est parti. Et le club de la presse IT pour commencer avec Raphaël Grabli cette semaine encore. Bonjour Raphaël. Salut François. Journaliste donc à BFM Tech. Et Raphaël, on va ensemble s'intéresser à l'actu de la semaine. Actu bien chargée, hein, beaucoup de choses. Et on va commencer par ce grand test de la 5G que Nicolas Lelouch, journaliste que vous connaissez qui intervient régulièrement sur 01 TV, a fait un dossier hyper complet. Hein. Il a testé la 5G à Nice. Ouais, franchement, je voudrais tirer mon chapeau à Nico quand même là-dessus. Ouais. Non, mais franchement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Il a dû se prendre la tête quand on voit toutes les mesures qu'il a fait. Enfin, c'est un boulot normalement qui est fait par des équipes, je pense à la NFR de temps en temps. Mais voilà, il a passé beaucoup de temps dessus. En fait, il a profité... NFR va nous le débaucher si ça continue. Hein. Ouais. Ça va les intéresser. Et en fait, il a profité d'être à Nice. Bon, il est niçois en plus. Et à Nice, il se trouve qu'il y a maintenant les 4 opérateurs. Alors, ça va arriver à Paris d'ailleurs, on l'a appris. Ça va arriver à Paris dans les prochaines semaines. Mais début à Nice, mars, visiblement. Exactement. Et à Nice, il y a les 4 opérateurs. Donc, il en a profité. Il a pris 4 iPhones. Et il a fait 10 points d'intérêt dans Nice. Et puis, il a regardé tout simplement. Alors, il a fait plusieurs types de tests. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois, il a fait du NPerf, c'est-à-dire vraiment du test de débit classique. Et puis, il a fait son propre test, c'est-à-dire chronométrer le téléchargement d'un épisode de série sur Netflix, sur Disney+. Et je trouve que ces conclusions sont vraiment très intéressantes parce que elle montre ce que c'est que la 5G et ce que n'est pas la 5G. Et ça montre surtout les vrais usages, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans de la théorie. Alors évidemment, il y a des tests de débit, mais c'est vraiment des usages, en téléchargeant des séries ou en surfant sur son téléphone. Et ça montre que la 5G est principalement... Alors, c'est sur Nice, ça n'a pas valeur nationale, évidemment, et puis c'est en cours de déploiement. Donc et puis on est au début d'une technologie, on peut imaginer qu'elle sera améliorée mais aussi. enfin, comme Nice est une ville qui a été la première couverte, finalement, on a quand même une bonne idée de ce que ça peut donner. Et puis, les résultats sont finalement intéressants parce que ça montre que la 5G, c'est une 4G, alors il dit une 4G plus ou une 4G bis, ça dépend des résultats. Et c'est assez vrai, notamment parce que pour le moment, on a ces fameuses antennes 3,5 GHz qui sont censées améliorer le débit, mais qu'on n'a pas encore ces fameuses antennes millimétriques de 26 GHz qui vont arriver dans 3-4 ans. Et qui, elles, vont révolutionner. Qui sont censées être le gros apport en débit, mais qui vont concerner des endroits très précis, parce qu'il faut les mailler de façon très serrée, parce que la portée est très limitée. Très courte, Et donc, il ne faut pas s'imaginer que la France sera couverte avec ça. Et donc, finalement, le test de Nico, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment ce qu'on va avoir de la 5G pour le plus grand nombre avec ces antennes 3,5 GHz qui sont le cœur de réseau et qui vont être implantées un peu partout. Et Nico a évidemment pointé du doigt aussi autre chose, c'est-à-dire que la 5G, c'est une norme, mais que c'est une norme qui aussi s'applique, et de façon totalement légale, à d'autres types d'antennes, à des antennes qui sont aussi utilisées pour la 4G, parce qu'un réseau, forcément, c'est un réseau très complet. Pour comprendre, il faut simplement se dire qu'une seule fréquence, une seule bande de fréquence ne peut pas suffire, parce qu'il faut que les fréquences puissent passer, les murs puissent s'étendre plus ou moins loin. Et donc, plus on monte en fréquence, on en parlera tout à l'heure avec Pierre Fontaine d'ailleurs pour le Wi-Fi. Hein. Exactement. Alors plus on a de débit, mais moins ça va loin. Exactement. En fait. Et c'est pour ça que les opérateurs sont obligés de faire une espèce de salade, de cocktail entre de fréquences. Des fréquences très puissantes, mais qui vont pas très loin. Là, c'est pour les centres-villes, on va en avoir un peu partout. Et puis des fréquences qui vont un peu plus loin ou qui passent mieux les murs. Et donc finalement, ils ont besoin de tout ça. Et après, quand un opérateur montre le petit logo 5G,
bah, on ne sait pas ce que c'est derrière. On ne sait pas ce que c'est. Et donc, quand on tombe sur la fréquence 3,5 GHz, là, c'est assez solide. C'est mieux que la 4G, mais le test montre que finalement, c'est mieux. Mais enfin, bon, ça ne change pas la vie. On va télécharger un épisode peut-être en 10 secondes au lieu de 50 secondes. Mais enfin, finalement, toute la journée, on ne passe pas à télécharger des épisodes. Donc, ce n'est pas ça notre vie quotidienne avec le smartphone. Et puis, on a des antennes. Alors, il a pointé du doigt notamment celle de Free, puisque Free a la meilleure couverture en 5G, mais a des antennes, notamment les antennes 700 MHz qui sont utilisées en 4G. Et il s'est retrouvé avec des résultats assez étonnants où, par endroit, la 5G est moins bonne que la 4G. est moins bonne que la 4G. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que, enfin, on retrouve finalement pour le moment le même classement que ce qu'on a sur la 4G, c'est-à-dire Orange est devant, assez logiquement. Et puis ensuite on a SFR et puis on a Bouygues juste derrière selon les et après on a Free. Et puis on a Free qui est pour le moment un peu à la traîne, pas en matière de couverture mais en matière de débit. Mais finalement moi ce que je conclus de longs articles de Nico et que j'encourage vraiment à aller lire sur 01net. Au-delà d'un article, c'est presque un dossier. C'est presque un dossier et j'encourage vraiment à aller voir. Voilà, il y a 15 minutes de lecture, mais ça vaut vraiment le coup. C'est passionnant. Et ça montre que finalement, on n'est pas sur du 10 fois plus rapide. Ça, ce sera pour les ondes millimétriques, ce sera pour des endroits précis, mais la 5G, l'idée, c'est que surtout qu'on puisse avoir, quand on est bien placé, aller peut-être 2 fois plus rapide, 3 fois plus rapide, mais surtout qu'on évite la saturation de la 4G. C'est-à-dire que la 5G puisse mieux gérer le flux et que finalement, j'ai envie de dire, on voit presque pas la différence, simplement en étant plus nombreux à se connecter en même temps. Et on connaît tous ce cas, on va, je sais pas moi, à la Défense ou dans le cœur d'une grande ville, où d'un coup, il y a beaucoup de monde qui se connecte, dans certains stades, évidemment, et on a le logo 4G, mais on n'a pas de débit, parce qu'on est tous connectés à l'antenne relais, mais l'antenne relais, elle galère un peu. Voilà, et c'est ça ce que va permettre la 5G. Et donc, finalement, je trouve que ça remet bien les choses en place, c'est-à-dire la 5G est utile, mais ne vous attendez pas à une révolution. Et d'ailleurs, alors, il critique un petit peu Free, mais enfin, il ne faut pas oublier que Free propose la 5G au même prix que la 4G. Oui. Donc, faut aussi, dans le jugement, être aussi peut-être plus soft avec Free, puisqu'ils ne font pas payer plus. Et chez les autres, c'est en moyenne 5 € de plus, donc c'est pas non plus une augmentation énorme de prix. Et en plus, tu le dis, alors c'est vrai que Free met le paquet sur la bande des 700 MHz, mais aussi a du 3 Go 5, et quand on est en 3 Go 5 chez Free, le réseau, le débit est excellent. Et d'ailleurs, j'ai pas les chiffres en tête, mais Free communique sur sa couverture, donc forcément, il tire profit des 700 MHz, où je crois que c'est 95% du réseau. Mais n'empêche que les 5%, en nombre d'antennes 3,5, ils ne sont pas forcément à la traîne par rapport aux autres. C'est sûr. Donc, et comme tu dis, après, il se trouve que c'est à Nice où, globalement, on tombe un peu plus rarement. Mais effectivement, Free déploie aussi, évidemment, du 3,5 GHz. Et je pense que Nicolas, dès que la 5G sera activée sur Paris, nous refera à peu près le même test pour voir ce que ça va donner. Et je pense qu'on ne le verra pas pendant 15 jours, le pauvre. Non, mais il faut voir ce que c'est. Il a fait des mesures, des dizaines de mesures. C'est un travail de titan. Non, j'encourage à aller voir le petit Google Doc qu'il a fait, qui est en lien sur 01net, pour se rendre compte du boulot qu'il a fait. Voilà, et on rappelle à tous les complotistes qui écoutent De quoi je me mail, il n'est pas tombé malade. Avec toutes ces ondes 5G, ça s'est bien passé. Alors, il est vacciné contre le il est vacciné en même temps. Il est vacciné contre la 5G, je crois. Et contre la 5G, voilà. Allez, on enchaîne avec Apple, tiens, dont le nouvel iPhone qui est sorti il y a quelques mois de cela est compatible 5G, rappelons-le. Et c'est peut-être grâce à cette 5G qu'Apple est repassé numéro 1 des constructeurs de smartphones en termes de vente. Je dirais c'est grâce à la 5G et grâce à Donald Trump, essentiellement. Parce que si Apple revient dans la course et repasse devant Huawei, c'est sûr. Et oui, c'est parce que derrière, le sacré coup de pouce de Donald Trump gros coup de pouce de Donald Trump à Apple, qui a décapité Huawei carrément. Mais là Huawei ils sont en train de s'effondrer en Occident. Alors aux États-Unis, de toute façon, ils étaient interdits, même avant. Je veux dire, ils pouvaient pas vendre de mobile, mais là en Europe, c'est une catastrophe pour eux. Ils sont en train de s'effondrer. Et oui, on a eu les chiffres. Ce qui est intéressant, c'est au 4e trimestre 2020, Apple repasse premier fabricant de smartphones au monde. Et sur l'ensemble de l'année, Apple repasse quand même devant Huawei. Alors, il y a Samsung devant sur l'ensemble de l'année. Mais Apple remonte largement. Et surtout, ce qui est intéressant, alors, Apple toujours qui arrive à faire les mêmes volumes pratiquement que Samsung, sauf que Samsung, leur prix moyen, ça doit être $250 et qu'Apple, c'est $700. Donc c'est là où Apple, en fait, ils ont peut-être 15-16% des parts de marché, mais par contre, les bénéfices... Oui, en valeur, c'est monstrueux. Ils prennent 80% des bénéfices du secteur, Apple. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe derrière Huawei, parce que là, Huawei, on voit bien que l'élection de Biden ne changera rien, on est d'accord. Donc... On est sûr maintenant, ça y est ?
En tout cas, la politique. Biden je ne suis pas expert en géopolitique, ne va mais pas lâcher la bride. Simplement, quand on regarde ce qu'il fait et quand on écoute les experts en géopolitique, ils expliquent que les États-Unis ne vont pas du tout évoluer significativement par rapport à la Chine. Donc, je ne suis pas sûr du tout que Biden lâche du lest pour Huawei. C'est pas du tout parti pour. Ce qui veut dire que Huawei, ça va rester sans Google et donc que Huawei en Occident, c'est infaisable. C'est infaisable pour le grand. Évidemment, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui peuvent bidouiller, mais pour la grande majorité des gens, c'est infaisable. Et ce qu'on voit derrière, il y a deux. Alors, il y a l'outsider qui n'en est plus un en France, qui est Xiaomi, qui est maintenant bien installé, mais sur l'entrée de gamme, qui quand même vend très très peu dans le haut de gamme. Et il y a Oppo qui arrive. Qui sort du bois aussi. Qui sort du bois, qui est à 6-7%. Moi, j'avais des sources qui m'expliquaient qu'ils étaient déjà à 6-7% de part de marché en France, ce qui est vachement bien en 2 ans vraiment on va dire, d'activité. Et Oppo qui a, je pense, peut-être des armes pour aller plus titiller le haut de gamme. Et donc, la question que je me pose, c'est qui va prendre la place de Huawei, Xiaomi ou Oppo, voilà les deux. Et au niveau mondial, il rattrape Huawei, même au niveau mondial, malgré le succès de Huawei, évidemment en Chine, mais dans plein de pays où Mais tu sais, tu expliquais que justement Trump avait facilité en fait cette remontada d'Apple, mais Samsung peut remercier Trump aussi. Évidemment, parce que je pense que Samsung était en première ligne, et c'était Huawei était un concurrent féroce de Samsung. On était arrivé face à un trio, mais maintenant on retombe sur un duel. Et voilà. Apple, Samsung, on retombe à la situation d'il y a 3-4 ans, si ce n'est qu'aujourd'hui les gens. Maintenant, le grand public, je pense, en France notamment, a compris qu'on pouvait aller vers d'autres fabricants et que Huawei, je pense, a défriché le terrain pour les autres et ça va profiter. C'est-à-dire qu'ils ont popularisé l'idée du smartphone chinois qui est d'excellente qualité. Qui peut être même une locomotive en termes d'innovation parfois. Exactement. Ouais. Le smartphone chinois n'a plus du tout cette image de low cost ou de smartphone qui marche moins bien, et a raison. Et je pense que derrière, Oppo et Xiaomi peuvent vraiment en profiter. Alors, on pourrait parler de smartphone Sony, ça nous prendrait 10 secondes, puisqu'il n'y en a pas énormément, mais en revanche, Sony est très très fort dans le jeu vidéo, vous le savez. Avec Sony, il faut qu'ils arrêtent le smartphone voilà. et qu'ils se concentrent sur, qu'ils nous fassent des PlayStation 5. Et donc, la PlayStation 5 se porte bien, alors même si les dirigeants de Sony ont déclaré que les problèmes de stock, ça ne sera pas terminé. Ils vont avoir tout au long de l'année 2021 des problèmes de stock. Et là, on retombe sur le problème de la pénurie de composants. C'est-à-dire que ce n'est pas le problème des usines. On a beaucoup pensé pour les retards de PS5 à des problèmes d'usines, notamment en raison de la crise du Covid, on aurait pu le penser. Mais là, c'est vraiment parce qu'il n'y a plus de composants, et on le voit d'ailleurs ce qui se passe sur les voitures. Sony n'est pas épargné par le problème de la pénurie de composants. Et Sony a déclaré en fait que oui, on va à nouveau avoir des PS5 qui vont arriver au printemps, l'été on va en avoir. Mais le problème, c'est qu'à la fin de l'année... Tout tourne au ralenti, en fait. Tout tourne au ralenti, donc ils n'auront pas de marge de manœuvre. Et la prochaine accélération, c'est-à-dire fin 2021, pour les fêtes de fin 2021, à nouveau, on pourrait avoir des ruptures de stock de PlayStation 5. Alors, est-ce que c'est aussi une façon de dire aux gens... n'attendez pas trop pour acheter votre PlayStation 5 et de lisser peut-être un petit peu les ventes, entre guillemets, mais les ventes. Mais enfin, quelque part, de toute façon, je pense n'est pas vendu là, ils vendront tout par la suite. Donc c'est simplement une question de trésorerie. Il faut voir qu'il y a des... Enfin, c'est la foire d'empoigne sur les sites. Dès qu'il y a des stocks, des petits stocks de PlayStation 5 qui arrivent, ça circule sur les réseaux, ça se sait, et les stocks se vident en quelques secondes. Et il y a un chiffre intéressant, c'est qu'un acheteur de PS5 sur 4 n'avait pas de PS4. Ça, c'est bon signe pour Sony quand même, parce que ça veut dire qu'il rameute quand même des gens. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, j'aimerais bien avoir le chiffre pour Xbox. Pour les Xbox. Mais finalement, la pénurie de PS5 fait que, alors que c'était compliqué aussi de trouver une Xbox. On en a un peu, notamment la série la moins chère, la S. Oui, la S. On l'a trouvé un peu plus facilement que la série X. Mais on a beaucoup plus parlé de la PS5 parce qu'elle était complètement en rupture de stock. Et finalement, je me demande si Sony va pas un peu profiter de tout ça. Et bien sûr. Et bon, après, moi, je suis plutôt côté PS5. Mais la console en elle-même... Il n'y a pas photo. Alors, j'ai pas encore réussi à l'acheter, je le précise. J'ai pu la tester un peu. J'ai pas réussi à la trouver. Mais clairement, les résultats sont au rendez-vous. Si vous avez acheté 2 PS5 et vous en avez une de trop, Raphaël Grabli peut-être intéressé. Ça, on l'avait déjà dit et on peut le confirmer encore une fois. Je crois que c'est le cas d'Emmanuel Paquette aussi, qui a du mal à en trouver. C'est très difficile. C'est terrible. Alors, ça, c'est, on va dire, la pénurie de Sony et de la PlayStation 5. Mais il y a une autre actu, c'est que Sony prépare son casque VR pour la
PlayStation 5. Et oui, le nouveau PSVR, donc la deuxième version, qui va arriver, alors non pas en 2021, mais en 2022. Donc finalement, ce sera quasiment 6 ans, il me semble, après le premier. Et je me demande si Sony n'est pas le seul qui a un peu réussi le coup dans la VR, parce que finalement, tous ceux qu'on connaissait, alors il y a évidemment les super casques d'HTC, mais qui demandent un investissement, un équipement qui sont très compliqués à mettre en œuvre, mais qui sont excellents. Mais finalement, après, il y a l'Oculus Quest 2 il y a l'Oculus Quest de Facebook qui est excellent, franchement. Qui est très bon. Mais qui a un excellent rapport qualité-prix. Oui, mais après, pour les jeux et pour la qualité et l'immersion et le ratio prix, machine derrière et simplicité d'utilisation, Sony a plutôt bien réussi son coup parce que finalement, c'est un ils accessoire. bénéficient de toute la puissance en fait. Ils ont un des écosystème jeux, qui est excellent. Ils ont des jeux qui s'y prêtent bien. Le casque sera encore plus simple à utiliser. Il n'y aura qu'un câble. Il sera meilleur, j'imagine. Je crois qu'un angle de vision plus important, meilleure définition d'image. Ils n'ont pas encore communiqué précisément, mais ce qui se dirait, c'est logiquement meilleure définition. Peut-être du 120 Hz, très intéressant aussi. Des manettes qui s'inspirent des nouvelles manettes PlayStation, donc c'est-à-dire avec un retour haptique plus fin. Et je trouve que c'est un peu comme l'Apple Watch, c'est-à-dire qu'on dit que finalement au début ça n'a pas révolutionné, mais que ça prend tranquillement son envol. Et la VR chez Sony, je trouve que finalement ça se développe tranquillement. Il n'y a pas eu d'effet, alors il y a eu un petit effet waouh sur la VR, mais finalement il se l'approprie très bien. Et je trouve que c'est une des seules boîtes qui fait de la VR très grand public, qui arrive à c'est vrai que Microsoft n'est pas sur ce segment, par exemple. Ils n'ont pas voulu investir là-dessus. Et c'est assez étonnant. Ils étaient sur l'HoloLens, mais alors rien à voir, évidemment. Là, on est pour les pros. On n'en entend plus parler. Et finalement, je trouve que Sony s'approprie gentiment la VR, mais assez sûrement. On enchaîne avec une autre petite révolution qui est en train de se tramer. On parle beaucoup de Wi-Fi, on parle de 5G, etc., de fibre, mais peut-être que demain, on recevra tous de l'Internet avec une antenne, où que l'on soit, avec des super débits, une latence incroyable. Et ça, Raphaël, on le doit à Elon Musk. Oui. Avec le réseau Starlink, alors qui est assez critiqué parce qu'il envoie des milliers et des milliers de satellites, qui complique un peu la tâche des... Je crois qu'à terme, il y en aurait 30 000. Ah oui, non, c'est une constellation. C'est impressionnant. Alors c'est des petits satellites. C'est des tout petits satellites à très basse altitude, ce qui fait qu'il complique un peu parfois la tâche des astronomes. Mais l'idée, effectivement, ce projet de connecter la planète, ils l'ont tous eu, que ce soit Google, il y avait le projet Loon, avec les ballons qui a été abandonné. De Facebook. C'était Facebook ou Google, ça Pardon. Il me semble que c'était Facebook. Mais Google avait aussi des projets là-dedans. Il y a Amazon aussi qui est sur le coup. Il y a Amazon, évidemment, qui est sur le coup. Et finalement, c'est vraiment... Ça peut être l'Internet pour tous au sens propre, c'est-à-dire l'Internet là où il n'y a pas d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup, mais y compris en France, d'endroits où il n'y a pas forcément Internet. Et d'ailleurs, Elon Musk, je ne sais pas si tu as vu, mais sur Twitter, il a précisé un peu les choses. Et il répondait comme ça à un internaute et il disait, attention, Starlink, c'est pas du tout pour concurrencer le réseau mobile. C'est pour le compléter. Et c'est-à-dire qu'il expliquait, en ville, vous n'aurez jamais intérêt à avoir Starlink. Vous prendrez votre réseau mobile traditionnel avec la fibre, parce qu'évidemment, il y aura la fibre partout en ville. Par contre, en zone rurale ou en zone moyennement dense, là, Starlink a un avantage. Et d'ailleurs, il suffit de voir, aujourd'hui, quand on est un peu au milieu de nulle part, on prend un forfait par satellite qui est assez cher et puis qui pas toujours terrible. Oui, bien sûr, il y a énormément de latence parce que ce sont des satellites qui sont... monumentale, et puis le débit est mauvais. Et lui, en fait, il va fournir une offre par satellite qui est alors en ce moment qui est à 100 mégabits par seconde, 120. Ce qui est déjà tout à fait correct. C'est déjà très bien, mais il a dit on va passer à 300 et rapidement. Et avec un taux de latence, avec une latence qui est très faible, qui permet du jeu. Parlait de 25 millisecondes. C'est ça, 20 millisecondes. Voilà, donc ce qui est très très acceptable pour jouer en jeu vidéo, ça suffit largement. Donc c'est extrêmement réjouissant. Et c'est vrai qu'au début, on pourrait se dire mince. Pour les opérateurs, est-ce que ça va pas être une concurrence mais finalement, ça va peut-être aussi leur enlever une sorte de poids. Et alors, ils ont des obligations réglementaires, mais quelque part, ce complément est intéressant. Après, la question, c'est celle du prix. Parce que pour le moment, un abonnement Starlink, il me semble qu'en version bêta, là où c'est disponible, c'est dans les $100. Oui, c'est ça. C'est des prix auxquels on est habitué aux États-Unis, parce qu'un prix Internet coûte très cher aux États-Unis. Mais après, tu sais que en France, ça va nous faire bizarre. Ouais, mais je me dis, pour quelqu'un qui aujourd'hui n'a pas de connexion Internet et qui peut se retrouver avec une connexion quasi fibre pour 100 €, alors évidemment, c'est beaucoup d'argent. Mais peut-être qu'on va se diriger vers une aide des entreprises, comme pour les transports. Exactement. Finalement, on va se dire qu'avec le télétravail, aujourd'hui, l'entreprise paye la moitié des frais de transport.
pourquoi pas payer plutôt que la moitié des frais de transport, payer la moitié du forfait Internet. Alors, c'est pas pratique, hein. Il faut malgré tout une petite antenne satellite, Oui, il faut un c'est une routeur. installation. Voilà, c'est une installation, ouais. ça marche pas comme ça. Mais franchement, ça peut révolutionner. Et puis, se dire qu'on peut avoir une connexion Internet de cette qualité partout dans le monde. Oui, une fois que c'est par incroyable. satellite, une fois que la constellation est prête, ça y est. C'est opérationnel. Ouais, c'est génial. Donc voilà, je suis curieux de voir ce que ça va donner et de voir justement aussi la mise en œuvre. Si c'est pas trop compliqué, mais à mon avis, il va faire en sorte que ce soit relativement facile. Allez, un sujet un peu moins, on va dire funky, mais qui, malgré tout, a le mérite d'exister et qu'il faut évoquer, c'est cette fuite de données de santé. Raphaël, ça a été annoncé il y a quelques jours de cela. Quasiment 500 000, les données de 500 000 patients se sont retrouvées dans la nature. Ouais, et alors là... Français, hein, bien sûr, attention. Oui, hein. Français, patients français, alors qui ont fait des analyses dans certains laboratoires. Là, on parle de données, c'est-à-dire qu'on parle du cas redouté par tous, c'est-à-dire le cas dramatique où on a toutes les données. C'est pas un nom uniquement, c'est pas uniquement un nom, un mail, une adresse. Oui, il y a vraiment tout le profil médical de la personne. On a tous les résultats de tests. Est-ce que vous avez, je sais pas moi, un cancer? Est-ce que vous êtes séropositif? Est-ce que vous êtes, bien sûr. Vous êtes enceinte? Quels sont les médicaments que vous prenez actuellement? Voilà, vos pathologies, les etc., pathologies, etc. parce qu'en fait, c'est un système où on pouvait tout écrire dans la catégorie commentaires. Donc, dans les commentaires, évidemment, on peut tout écrire. Et là, c'est une fuite absolument majeure, dramatique, avec des responsabilités qui vont être, à mon avis, engagées. Il y a une enquête de la CNIL. Alors, la boîte qui sous-traitait ces systèmes informatiques, c'est une boîte française, un des leaders, enfin, qui est une filiale d'une boîte italienne qui s'appelle Dedalus, qui aurait, a priori, d'une part, mal sécurisé ces systèmes. Il y a une enquête, d'ailleurs, de Next Impact qui montre qu'ils ont licencié un salarié qui expliquait depuis des mois et des mois, en fin d'année dernière, qui expliquait vous avez des failles partout, vos systèmes ne sont pas sécurisés. Il a essayé d'alerter le patron, etc. Résultat, il s'est fait virer. Ah oui. Plutôt, ils ont dit non. Oui, c'était plutôt la politique de l'autruche, là. Ouais, alors plus que de l'autruche, c'est-à-dire même le patron France, il parle du petit mec qui aime bien la sécurité, quoi. C'est-à-dire, non mais il faut se rendre compte, quand on est une boîte qui gère des données médicales et que vous avez le patron qui dit ah oui, le petit mec qui aime la sécurité, il faut se rendre compte de la déconnexion, c'est absolument dramatique. Enfin, moi, on critique Doctolib, on critique tous anti-Covid en parlant de nos données personnelles, mais allons voir ce qui se passe dans les labos, dans les hôpitaux, parce que ça, c'est Dedalus, c'est une boîte qui a des deals avec des labos et avec beaucoup d'hôpitaux. Bien sûr. Et quand on voit comment c'est traité chez eux, mais c'est dramatique. Et la question qui va se poser maintenant, c'est d'une part, est-ce que cette fuite est confirmée? Et si elle est confirmée, a priori, c'est ce que disait Cédrico, il ne semble pas qu'ils aient prévenu qui que ce soit. Et alors là, ils risquent très gros, parce que le RGPD les oblige à prévenir. Et ils risquent des amendes à plusieurs millions, voire peut-être dizaines de millions d'euros. On peut imaginer que les personnes dont les données santé ont fuité puissent s'attaquer, en fait, cette boîte-là. J'espère bien. Voilà. J'espère bien qu'ils se feront, si pour que le patron arrête de dire que le petit de la sécurité... C'est vraiment tout ce qui rate, tout ce qui foire. Et surtout quand on a une boîte de données de santé médicale, c'est absolument dramatique. Et ça, c'est des boîtes qui ont été l'héritage de petites boîtes de rachat, avec à l'arrivée des gens qui ne sont pas dans cette culture-là. Et qui ne payent pas une expertise informatique au niveau des enjeux. C'est une gestion à court terme. Et si ça se confirme, ils vont payer très cher et c'est une très très bonne chose. Et on va terminer par cette équation compliquée qu'essaie de résoudre le gouvernement. D'un côté, il y a le progrès technologique, et donc la tech, forcément, et de l'autre côté, l'écologie, et le fait qu'on consomme plus et qu'on pollue plus. Et donc, le vœu pieux du gouvernement, hein, Raphaël, si j'ai bien compris, c'est à la fois de pousser la tech, parce que c'est le progrès, mais aussi essayer, grâce à la tech, de polluer moins. C'est ça un peu l'idée de ce plan du gouvernement. Oui, alors après, il y a une donnée qui est importante et sur laquelle il se base, c'est en gros 75% des émissions d'un smartphone, c'est au niveau de la construction et de la fabrication. Donc parler de 4G, de 5G, tout ça, finalement, c'est assez marginal. Donc ça, ils partent de ce postulat-là et ils disent après, comment on fait pour que les smartphones soient plus durables, qui est le sujet dont on parle depuis l'existence des smartphones. Simplement, moi, la solution qu'ils ont trouvée, je la trouve assez étonnante, c'est-à-dire d'essayer de limiter les subventions des opérateurs, c'est-à-dire moins inciter les opérateurs à dire à leurs clients, vous vous réengagez sur 2 ans, et pour 1 euro ou 100 euros, vous avez le dernier iPhone, etc. Moi, j'ai du mal à comprendre cette stratégie. Parce en général, c'est tous les 24 mois qu'un opérateur vous propose un nouveau téléphone. Tous les 2 ans. Et ce que dit le gouvernement, c'est qu'un téléphone, on peut le garder bien au-delà de 24 mois. Et que ça pousse les gens à changer de téléphone alors que le téléphone fonctionne. Voilà.
Simplement, et comme le rappelait très bien notre ami Adrien Branco qui a fait un papier là-dessus, sur 01net, ça concerne finalement 30% des gens, les smartphones subventionnés, donc c'est pas grand-chose. Et puis c'est des gens plutôt âgés. Donc c'est des gens qui de toute façon ne changent pas forcément tout le temps de téléphone, ou sont pas forcément les plus intéressés. Et puis la plupart du temps, quand on renouvelle son téléphone, on laisse pas son ancien téléphone de 2 ans dans le tiroir, on va le revendre, ou alors on le donne à quelqu'un qui en a besoin. On va le donner donc en fait, il a une deuxième vie, voilà, c'est ça. Ou on va le revendre, donc c'est pas un téléphone qui part à la poubelle. C'est beaucoup plus complexe et subtil que ça. Exactement. Et moi, j'ai du mal à comprendre cette espèce d'idée où on se baserait juste sur le fait d'empêcher les subventions. Je vois pas tellement l'intérêt, parce qu'effectivement, les gens sont pas stupides. Ils ont un téléphone qui a 2 ans, qui peut encore servir. Ils vont le refiler au petit cousin, à la tante, au machin. Et ce téléphone ne va pas forcément dormir dans un tiroir. Et finalement, en fait, la seule solution, c'est ce qu'on peut appeler l'obsolescence marketing, c'est l'envie de renouveler. Et donc, ce serait quoi ? Ce serait de dire à Apple, vous sortez un nouvel iPhone tous les 2 ans. Ça pourrait avoir un impact, simplement, ça n'existe. Personne ne pourra obliger forcer Apple, les fabricants à décaler ce rythme de sortie. Et alors, Apple, c'est tous les ans. Samsung, maintenant, il y en a quand même 2 par an, plus les pliables. Et puis, les fabricants chinois, les Xiaomi, c'est tous les 3 mois. Voilà, donc, c'est très compliqué de demander aux gens de moins changer de smartphone. Après, on peut essayer de sensibiliser l'opinion en faisant comprendre à tous ceux qui utilisent leur smartphone que le garder plus de 2 ans, c'est pas stupide, quoi. Voilà, c'est ça. Mais oui, c'est pas stupide. Ou alors, si le smartphone est recyclé et fait vivre d'ailleurs une filière du reconditionnement, pourquoi pas ? C'est intéressant. Mais alors à ce moment-là, il faut s'attaquer à un autre type d'obsolescence, c'est l'obsolescence aussi logicielle, c'est-à-dire faire des mises à jour sur 4-5 ans. C'est ce que propose Samsung d'ailleurs. Ils l'ont annoncé. Ils proposent 4 ans de mise à jour de sécurité sur leur. Oui, mais alors sécurité. Samsung. Mais moi, j'irais plus loin en disant mettre à jour l'OS. L'OS. Et là, il y en a up-to-date. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. Il y a Apple, il y a Fairphone, mais sur Android, en général, c'est plus de 3 ans. Merci Raphaël. Merci François. Raphaël Grabli, donc journaliste à BFM Tech pour ce club de la presse Haïti. Alors vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle, on va parler Wi-Fi. Je sais que c'est un sujet qui t'intéresse aussi, Raphaël. On va revenir sur la future évolution du Wi-Fi. C'est le Wi-Fi 6E qui est dans les starting blocks. Pierre Fontaine a enquêté sur ce sujet, journaliste à la rédaction de 01net.com. Il nous dit tout dans un instant. Et merci d'être là. À tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.